Et on a le plaisir de recevoir donc Guy Parmentier, un collègue de Grenoble, euh, avec qui j'ai beaucoup de plaisir de l'écouter, hein, voilà, qui travaille sur la créativité déjà depuis pas mal d'années. Et puis il a récemment fait ce qu'on appelle ici, chez nous, sur le plan universitaire, une habilitation à diriger des recherches, justement sur le thème des capacités créatives des organisations, avec un jury d'excellence. Et j'ai participé à cette séance qui était tout à fait remarquable. Et donc, du coup, ben voilà, vu nos intérêts respectifs autour de la créativité, je lui ai demandé de venir plancher auprès de nous et je remercie de son voyage grenoblois. Et en plus, avec une particularité, c'est que c'est un ancien entrepreneur. Donc, du coup, ce sera intéressant de faire. Certains un peu critiqué la dernière fois qu'effectivement, c'était des propos un peu de chercheur à chercheur. Et que du coup, ben voilà, on aura quelqu'un un peu hybride, hein, puisque c'est quelqu'un qui est un ancien entrepreneur. Donc, il nous parlera un petit peu de sa trajectoire. Hein. C'est intéressant de parler de sa trajectoire. Alors, je voudrais simplement, en deux mots, rappeler un peu le contexte de l'Open Lab et puis dans quel contexte on reçoit aujourd'hui Guy sur la créativité. Euh, notre, je dirais ce qui nous rassemble ici, c'est quoi? C'est l'idée que nous sommes dans une situation de transition économique et que nous passons de ce qu'on appelle une économie de la qualité à une économie de la connaissance. Ce point de passage, même si on n'est pas sur des problèmes de date précise, on situe quand même dans les années 90. Et c'est une transition importante parce que ça modifie complètement les règles du jeu managérial. Et qu'on va passer d'une logique qu'on peut appeler de déficience productive à une logique plutôt d'intensité créative. Donc c'est un changement de registre très important au niveau des entreprises. Et c'est de ça dont on essaye de parler dans le cadre de cette Open Lab Exploration Innovation. Vous avez proposé un tableau complètement illisible, mais que vous aurez comme support sur les outils collaboratifs que Emmanuel tout à l'heure nous présentera. Alors c'est un tableau complètement illisible, mais j'ai mis 10 ans à faire ce tableau. Hein, donc, vous voyez, mais les chercheurs ils font des tableaux, ça fait ils mettent 10 ans pour faire un truc. Et ce tableau il résume avec quelques éléments assez synthétiques. C'est quoi le contexte économique? C'est quoi, sur quoi est fondé le positionnement concurrentiel de l'entreprise, les principes de management, quelle forme de l'entreprise, et il essaie de proposer une espèce de truc très synthétique sur trois grandes formes de lecture managériale. Une qui serait adaptée à l'économie de la production de masse des années 50-75, une qui serait adaptée à l'économie de la qualité, et une qui serait adaptée aujourd'hui à l'économie de la connaissance. Et du coup, c'est intéressant de prendre ces différents curseurs pour voir effectivement à chaque fois où est mis le curseur par rapport à tel ou tel registre. Et aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans un monde où, globalement, la demande est structurellement inférieure à l'offre. On est plutôt dans un monde où, effectivement, la demande, elle est incertaine. On est plutôt dans un monde aussi où le cycle de vie du produit, il est court. Le marché, il est mondialisé. Les technologies, elles sont plutôt EDI, réseau, GPS, logiciel intégré. Et puis, positionnement concurrentiel, c'est l'innovation. Ça ne veut pas dire que le prix ou la qualité ne sont pas des éléments importants, mais c'est nouveau, c'est la première fois que l'innovation devient le critère discriminant pour tenir le marché d'une entreprise, pour tenir son positionnement sur son marché. Et donc, du coup, effectivement, tout tourne autour de ce qu'on appelle le management de l'innovation, qui est une nouvelle manière d'aborder le fonctionnement de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que le management de la qualité, on l'a oublié, ça veut dire que le management de la qualité ne suffit plus. Et qu'on est obligé de passer à un niveau supérieur autour de l'innovation. Et qu'on va effectivement, si on parle de zéro, hein, on parlait de zéro défaut, zéro erreur, zéro, je ne sais plus le deuxième zéro d'ailleurs, zéro défaut, zéro stock, zéro stock, zéro défaut, merci. Et là on place plutôt à zéro temps de réponse, zéro mépris. Hein. Zéro temps de réponse parce qu'effectivement j'intègre maintenant le temps que je vais mettre à modifier un cycle de production ou à concevoir un nouveau produit par rapport à marché, parce que vous allez intégrer ce temps comme un élément important de réponse. Et puis zéro mépris parce que, eh ben oui, il va falloir considérer tous les acteurs dans l'organisation parce que n'importe qui, on va se rendre compte que n'importe quel opérateur peut proposer un insight qui va être complètement discriminant et qui va peut-être être le fleuron de l'entreprise d'ici 5 ans ou 3 ans. Donc, du coup, voilà. Et donc l'acteur privilégié, c'est plus le producteur, c'est plus le client, c'est l'innovation. L'opérateur innovant, c'est un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui avec Guy. Alors, ça change aussi les outils de gestion, hein, et qu'aujourd'hui, effectivement, on a parlé de juste à temps, de RP, de SMED, qualité totale, tout ça, ces outils, on les connaît bien et vous les connaissez. Hein.
bien aujourd'hui, on se décale un peu par rapport à ces outils, hein, même s'il faut les conserver, mais ils ne sont pas suffisants. On va parler plutôt d'outils qui renvoient à tout ce qu'on appelle le management des connaissances, la conception par l'usage, hein, et aussi, par exemple, le modèle CK, hein, dont on a abordé la fois dernière. Grand changement sur la place du facteur humain. Aujourd'hui, pour des raisons ni politiques ni philosophiques, le facteur humain, l'homme, devient l'acteur pivot du changement. On n'a jamais vu une machine inventer des choses. Il n'y a que l'homme qui est capable d'inventer des choses. Voilà. Et puis, forme de l'entreprise, là aussi, eh bien, l'entreprise, eh bien, elle prend une forme communautaire, hein, son de QND, hein, nœud de communauté. Alors, le réseau n'est pas oublié, mais il n'est pas suffisant. Hein. On passe du réseau à une communauté. Bon, voilà quelques éléments qui permettent de pointer quelques modifications sur lesquelles nous travaillons, nous ici, au niveau de l'Open Lab. Hein. Alors, il y aura ce tableau, puis il y aura quelques textes en rapport avec ce tableau qui permettront un petit peu de stabiliser pour les partenaires de l'Open Lab autour de ces réflexions. Alors, on a vu le modèle CK, modèle difficile, mais qu'on a amené le modèle juste à temps, lorsque just in time, les problèmes de qualité totale, ben, on a eu le même niveau de rupture, le même niveau d'incompréhension par rapport à ces outils. Hein. Ben, donc effectivement, le modèle CK, c'est un modèle, alors c'est pas l'unique modèle de l'innovation, bien évidemment, mais c'est réfléchir à, ben oui, comment, quels sont les processus qui permettent dans mon entreprise de faire émerger des idées, et aussi quels sont les processus qui font émerger des connaissances, et comment j'articule idées et connaissances. Et effectivement, l'idée d'Actuel, Veille, etc., c'est qu'effectivement, l'entreprise est obligée d'avoir des raisonnements de conception et qui permettent de lier les idées et les connaissances. Voilà l'idée un petit peu de ce modèle. Aujourd'hui, c'est une autre manière d'aborder la question. Je ne sais pas ce que va dire, je connais les travaux de Guy, mais je ne sais pas ce qu'il a préparé. Hein, c'est ça le challenge entre chercheurs. Le chercheur est toujours libre. Hein, donc il a une commande, mais après on ne sait pas comment il va la traiter. Là, on va aborder effectivement l'opérateur innovant créatif. Hein, et aussi, bien sûr, dans un contexte particulier, parce que ce n'est pas l'opérateur innovant comme ça, mais dans un contexte particulier qui est l'entreprise. Voilà ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Guy. Et je voulais simplement préciser aussi, c'est qu'il y a deux entreprises qui nous ont rejoints avec nous. Sylvain Godard, qui est là, l'entreprise Mon Image, et Emmanuel Perron, qui est là, Culture Trafic, avec Clémentine Auburtin. Voilà, et qui vont nous. Donc on en parlera à la fin de la séance, hein, après les questions. Et donc du coup, il y aura. Alors, mécénat de compétences, c'est-à-dire que Mon Image, bah, c'est Sylvain qui va s'occuper de tout l'enregistrement vidéo des conférences, des débats, le montage, la diffusion auprès des partenaires. C'est ça sa participation de l'Open Lab. Et puis, Culture Trafic va se charger de deux outils, la mise en œuvre d'un outil collaboratif et l'organisation d'un café rencontre après la conférence pour capter des connaissances. Il y aura, donc on avait dit un mois, mais ça a discuté, il y aura un temps de rencontre ailleurs, beaucoup plus informel, beaucoup plus libre, pour rediscuter un peu de tout ça et essayer de capitaliser. Voilà. Donc tout à l'heure, Emmanuel, je laisse un moment pour reprendre avant le cocktail. Hein, voilà, bon, bienvenue à tous. On essaye on avance en chemin. Hein, et donc tous les éléments sont importants, la conférence, le débat, le cocktail et après le repas avec un statut un peu particulier à cet endroit. Bonjour à tous. Alors, Pascal a un peu insisté pour que je débute la conférence en parlant un peu de mon passé d'entrepreneur, ce que je fais naturellement. Effectivement, je vais commencer par là, comme ça vous allez comprendre pourquoi je me suis intéressé en fait à la créativité dans les organisations. Donc, avant d'être chercheur, je me suis occupé dans une première partie de ma vie professionnelle de projets d'édition de beaux livres. Mon métier, c'est de concevoir des collections de beaux livres pour un ensemble d'éditeurs, une agence qui travaillait pour plusieurs éditeurs, et de concevoir et puis après de coordonner le travail des graphistes, des monteurs, des auteurs. Et donc, du coup, j'ai été confronté à une forme de créativité assez tôt, donc la créativité plutôt individuelle, là, d'auteurs qui proposaient des projets de beaux livres, et puis de la mise en forme de ce projet-là dans un objet qu'on appelle livre. Par la suite, en fait, avec des amis
entreprise qui s'appelle Galilea Multimédia, et qui est partie au départ de faire des multimédias d'apprentissage pour les enfants aux jeux vidéo. Et dans le jeu vidéo, évidemment, au début c'était des produits assez simples, et très très rapidement on a été amené à gérer de la complexité, notamment au niveau de l'ensemble des métiers qu'on devait réunir dans l'organisation, scénaristes, donc graphistes, développeurs, game designers, compositeurs, musiciens. Enfin, toutes ces personnes-là en fait devaient travailler ensemble dans l'organisation pour aboutir à ce produit jeu vidéo qui est finalement très complexe. Et donc j'ai été confronté cette fois-ci à la gestion des équipes créatives. C'est-à-dire comment amener toutes ces personnes-là à travailler ensemble et comment arriver à garder en fait la créativité multiple de chacune des personnes pour faire ce produit complexe. Quel jeu vidéo. Bon, vous savez que c'est pas évident l'entrepreneuriat dans le jeu vidéo. On a quand même, je dirais, on s'est développé, on a quand même assisté à une dizaine d'années. Et puis donc, est arrivée cette rupture, l'entreprise s'est arrêtée aussi. Qu'est-ce que je fais? En fait, ma femme m'a surtout dit, il faut être plus calme, donc de trouver un autre métier. Donc je me suis dit, ben, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé finalement dans l'innovation, dans la créativité. Ça serait bien de partager, enfin, de continuer à travailler là-dedans, mais sur un autre plan, sur le plan de la connaissance. Et finalement, toute cette expérience acquise durant ces 15 années de professionnelle, de pouvoir en fait le formuler et de pouvoir finalement le partager avec des étudiants et avec d'autres personnes. C'est comme ça que je suis arrivé progressivement à faire ce métier-là d'enseignant-chercheur. Là, ce que je vais vous proposer, c'est quelques réflexions sur les capacités créatives des organisations. Alors, avant d'arriver à la capacité créative, on parlait de créativité et de créativité individuelle. Parce que quand on parle de créativité, on parle souvent de penser différemment. Alors, qu'est-ce que c'est penser différemment? Penser différemment, c'est sortir souvent d'un cadre qui nous est imposé. Alors là, je vous propose un petit exercice comme ça à la réflexion. C'est-à-dire là, il faut relier le 1 avec le 1, le carré 1, D1, le carré D2, le carré D3, sans que les traits se croisent. Quand on regarde ça a priori, on se dit c'est quand même pas si évident que ça, parce qu'évidemment, le premier réflexe qu'on a, on va relier celui-là, on va relier celui-là, on va relier celui-là, on voit bien que ça se croise. Alors, comment on peut faire? Sortir du cadre. Maintenant, on n'a pas le droit, justement, dans ce cas-là, de sortir du cadre. Merci. Comment? Ah non, on est obligé, vraiment. Il y a une solution, hein, je vous assure qu'il y a une solution. Elle n'apparaît pas comme ça de manière évidente, mais il y a une solution qui permet vraiment de relier en fait, ces carrés. Hein. Oui, en faisant des détours, effectivement. Et on voit bien que si on fait quelques détours, on y arrive. Alors, je vous dis, ça n'arrive pas comme ça, il faut quand même penser un peu différemment. Puis la créativité, souvent, elle pose problème parce qu'il existe ce qu'on appelle l'effet de fixation. C'est-à-dire que bah, les choses ont des fonctions. Derrière les mots, on met des sens. Et je veux dire, on est fixé sur le sens et les fonctions de ces objets-là. Je vous propose un deuxième petit challenge. Comment accrocher une bougie sur un plan incliné sans que la cire ne tombe, enfin, il faut que la cire ne tombe pas par terre. Donc, vous avez une boîte de punaises, voilà, une boîte d'allumettes et une bougie. Ben voilà, avec ça, on va allumer la bougie et on va faire que la cire ne tombe pas par terre. On sait que la proportion de la cire d'une bougie, c'est vraiment de tomber par terre. La pesanteur, les lois physiques s'appliquent. La cire est assez liquide quand elle est chaude, donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. Alors comment on fait? Vous avez une idée comme ça? Hein? Et? D'accord. Alors je vois que vous avez... Alors effectivement, là, 80% des personnes n'y pensent pas.
de vider la boîte de punaises pour en faire un récepteur. Parce qu'en fait, une boîte de punaises, la fonction d'une boîte de punaises, c'est de mettre des punaises. C'est un contenant. Et on ne fait pas la relation immédiate de dire on va récupérer la cire, on vide les punaises, on prend la punaise, la boîte contre le mur, et puis voilà, on pose la bougie dans la boîte. Et ça détonne. Et ça a l'air comme ça d'une évidence une fois qu'on le dit, mais c'est pas si évident que ça quand on le voit. Donc la créativité, en fait, est souvent limitée par ce qu'on appelle l'effet de fixation. Un deuxième petit exemple d'effet de fixation, on vous demande de générer une chaise légère et bon marché. C'est un challenge, hein. C'est-à-dire que vous êtes Décathlon. Là, je vous donne un indice, je ne devrais pas vous dire ça. Vous êtes Décathlon, vous avez une contrainte, vous êtes dans la R&D du groupe, on vous dit, ben voilà, on voudrait vraiment commercialiser une chaise légère, parce que le randonneur, lui, il faut dans son sac le moins de poids possible. Et surtout, nous, on fait des produits pas chers. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on raisonne de manière classique, on arrive à ça. Voilà, on va enlever un pied, bon, on va mettre de la toile, on va faire des armatures ultra légères. Ça marche! Mais là, on est toujours dans une chaise finalement assez classique. Pourquoi? Parce qu'une chaise, pour nous, la majorité d'entre nous, c'est quoi? C'est les pieds. Et puis c'est une position qui est à peu près unique. Et en fait, on peut aller au-delà de ça, finalement, se dire, mais qu'est-ce que c'est une chaise? Et qu'est-ce qui se passe si on enlève les pieds? Il se passe si on enlève les pieds, il se passe cet effet-là. Là, on a une chaise, une sangle. On a bien quelqu'un qui est assis. C'est-à-dire le fait d'être assis, c'est quoi? C'est le fait de ne pas faire d'effort à un moment donné, être dans une position, ne pas faire d'effort et être confortablement installé. Là, on a une chaise. Il n'y a pas de pied, ça coûte pas cher et c'est léger. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet de fixation qui, souvent, vous empêche d'être créatif. Alors, je vais faire un peu mon chercheur. Qu'est-ce que c'est la créativité? Alors, il faut savoir que la créativité, finalement, on en parle beaucoup, de plus en plus. Alors, pas autant que l'innovation. On peut aussi se poser la différence entre la créativité et l'innovation. J'y reviendrai. On en parle, mais c'est un mot qui est relativement récent. C'est un mot qui a été inventé dans les années 50. Qui est arrivé dans les années 60 en France, à partir du terme anglais creative. Bon, avant, on ne parlait pas de créativité. On parlait de pensée créative, éventuellement. On parlait de créatif, de personnage créatif, mais on ne parlait pas de créatif. Donc, le créatif, c'est celui qui a la vertu de créer. Un mot qui date du 14e. Alors, plus récemment, Anna Binet, qui a été une des premières chercheuses à travailler sur la créativité organisationnelle, a défini la créativité comme la production d'idées nouvelles, utiles, faisables par des individus ou des petits groupes d'individus travaillant ensemble. Alors, la différence avec l'innovation, c'est que quand on fait de la créativité, l'objectif, c'est de produire des idées de valeur. On verra ce qu'on peut mettre derrière valeur. Alors que l'objectif de l'innovation, finalement, c'est de donner de la valeur à ces idées. Et de faire que ces idées se concrétisent par un produit, un service, un procédé, par quelque chose de concret qui, finalement, sort de notre esprit. Une des caractéristiques de la créativité, et c'est un peu comme l'innovation, c'est que c'est des mots qui sont à double emploi. Quand on parle de créativité, on parle à la fois souvent du résultat, mais aussi du processus. Les deux sont extrêmement liés. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est la créativité, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou quelque chose d'acquis? Ceux qui ont des enfants, vous avez tous regardé les enfants jouer. La réponse est assez simple. La créativité, c'est quelque chose qui est fondamental à tout être humain. Fondamentalement,
un enfant, il grandit parce qu'il est créatif. Parce que sans arrêt, il va tester, chercher des solutions, trouver des façons de faire. Donc un enfant est fondamentalement créatif. Et pourtant, quand on arrive à l'âge adulte, bah, finalement, on peut se demander si tout le monde est créatif. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, la psychologie, en fait, s'est un peu penchée sur ce qu'on pourrait appeler le profil de l'individu créatif, notamment au niveau de la personnalité. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que pourrait être la personnalité d'un créatif. Alors déjà, il y a eu pas mal de tests qui ont été mis en place là-dessus, notamment un test qui s'appelle Creative Personality Score. Il y a aussi le Five Factor Model de la personnalité créative. Alors, je vais essayer de vous traduire ça de manière plus compréhensible. Déjà, d'après les psychologues, le créatif, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques, qui n'a pas peur de prendre des risques. Une personne pour qui prendre des risques, c'est pas un problème. Donc il y a cette notion de prise de risque. C'est aussi quelqu'un, alors ça va souvent avec, hein, quand on est capable de prendre des risques, c'est qu'on a une certaine confiance en soi. Donc c'est une personne qui a confiance en soi. On a aussi pu déterminer que c'était quelqu'un qui était assez indépendant, une certaine indépendance. Ça veut pas dire qu'il est complètement indépendant, mais ça veut dire qu'il ne va pas forcément se laisser influencer facilement, il va se poser un certain nombre de questions. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine tolérance à l'ambiguïté. Ça c'est important parce que, en fait, souvent les solutions, elles émergent de catégories qui sont pas forcément du 0 ou du 1, qui sont vraiment entre les deux. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. D'ailleurs, une idée, la plupart du temps, au début, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose d'un peu informe, qui demande à être précisé. Donc cette tolérance à l'ambiguïté est vraiment importante. Et puis, naturellement, c'est aussi quelqu'un qui est curieux, qui a une ouverture d'esprit pour être créatif. On verra un peu plus tard. Il faut avoir une certaine forme de curiosité et accepter finalement de nourrir, accepter les idées des autres, accepter toutes les nouveautés. Alors il y a d'autres façons aussi que je développe pas là, qui est de considérer la créativité de l'individu, c'est de regarder aussi ses capacités cognitives. D'autres psychologues ont regardé quelles pouvaient être, parce que là on est au niveau de la personnalité, mais on peut aussi se poser quelles sont les capacités de base au niveau de la façon de penser qui sont importantes pour la créativité. Voilà, justement, c'est des travaux qui datent des années 50, l'époque où aux États-Unis a été développée une créativité, où Guilford a déterminé, en fait, pour la pensée divergente. Alors, la pensée divergente, c'est celle, justement, qui fait qu'il y a l'émergence d'idées. Il a déterminé ce qu'on appelle comme élément de base de la créativité, la fluidité. Alors, la fluidité, c'est cette capacité, en fait, à générer un nombre d'idées important. La flexibilité, cette capacité finalement à avoir des idées différentes, à émettre des concepts différents les uns des autres. Quand je parle de flexibilité, c'est-à-dire qu'on va générer des idées qui sont différentes les uns des autres. Je prends un exemple, vous demandez à une personne que peut-on faire avec une feuille de papier. C'est un petit test très rapide à mettre en place qui permet un peu d'estimer la créativité d'une personne. Donc quand on parle de flexibilité, en fait ça va être le nombre d'idées qui vont être émises. Quand on parle de fluidité, excusez-moi, et quand on parle de flexibilité, en fait on va regarder la différence qu'il y a entre les idées. Après on peut aussi parler d'originalité. Est-ce que finalement cette personne va émettre des idées qu'on n'a jamais vues, qu'on a rarement vues, ou auxquelles on n'en a pas entendu parler. Et il a aussi mis comme capacité créative au niveau de l'individu, en fait, la capacité à avoir des idées qui sont plus ou moins élaborées.
Donc ça, c'est au niveau de l'individu. Mais en fait, on va voir que la créativité ne se réduit pas à un individu isolé qui travaille dans son coin. C'est souvent l'image qu'on a de l'artiste. Quelqu'un ou de l'inventeur d'ailleurs. Quelqu'un qui a une idée géniale, qui travaille dans son coin, une sorte d'image d'épinal, et puis qui va travailler dur pendant des années pour arriver à faire émerger son idée et en faire peut-être une innovation. En fait, dans la créativité, il y a une énorme importance du contexte. C'est là qu'on va progressivement faire le lien avec la créativité organisationnelle. Je vous ai dit, en fait, il y a des traits de personnalité ou certaines capacités cognitives qui sont liées à l'individu créatif. Et en fait, le contexte est extrêmement important. Je vous rappelle qu'un enfant est naturellement créatif. Qu'est-ce qui fait que la créativité, finalement, d'un individu disparaît au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il vit? Il y a l'éducation, évidemment, mais il y a tout le contexte qui se met en place autour de lui, qui finalement empêche l'expression de cette créativité. Donc le contexte est majeur dans la créativité. Quelque part, pourquoi on devient intolérant quelque part à l'ambiguïté, c'est parce que le système éducatif nous apprend à raisonner en 0 et en 1. Pourquoi on manque d'ouverture d'esprit? Parce que, à force d'émettre des idées, qu'on vous dit, non, c'est pas le moment, ou ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant, ou non, voilà, on arrête d'émettre des idées. Donc, le contexte va vraiment avoir une importance dans le développement de la créativité individuelle, mais aussi, on verra plus tard, de la créativité organisationnelle. Un autre facteur qui est la motivation intrinsèque. On est créatif, on est là, parce que fondamentalement, on a envie de le faire. Parce que fondamentalement, on a besoin de le faire. La raison, elle peut être diverse. C'est parce que, voilà, on a besoin d'un produit, d'un nouveau produit et service, puis on se met à modifier un produit qui n'est pas adapté, et là, on invente quelque chose de nouveau. Ou parce qu'on a un besoin de reconnaissance énorme qui fait qu'on a besoin d'être reconnu comme l'innovateur de l'année. Voilà, ça peut être plein de raisons. Mais n'empêche qu'il y a une grosse différence entre la motivation extrinsèque, on vous dit, là, il faut innover. Et j'innove parce que j'ai envie de le faire. Fondamentalement, le créatif, et comme l'innovateur d'ailleurs, le créatif, il est en situation de motivation intrinsèque. C'est vrai qu'il faut être motivé pour rentrer dans l'eau gelée comme ça. C'est pas tout le monde, on en voit pas mal sur l'image, c'est des plongeurs qui rentrent dans l'eau gelée. Il faut être fondamentalement motivé, et souvent, quand on rentre dans des processus créatifs, on a quelquefois l'impression de rentrer dans l'eau gelée. Il faut aussi de l'expertise. Oui, pour pouvoir identifier les problèmes qui sont importants, pouvoir apporter des solutions qui peuvent répondre à ces problèmes, il faut avoir une certaine forme d'expertise. Alors là, il y a quand même, je vais quand même nuancer ça, j'ai dit une certaine forme d'expertise. En fait, le problème, c'est quand on a beaucoup d'expertise technique, on est certes créatif sur un domaine, mais par contre, on est tellement focalisé que justement là, on a du mal à sortir du cadre. Donc l'expertise est importante, mais il n'en faut pas trop non plus. Donc pour synthétiser tout ça, en fait, ce qu'on peut se dire au niveau individuel, c'est que chacun de nous, finalement, possède une aptitude à créer. Et en plus, plus on a recours à la créativité, plus c'est facile. C'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui s'acquiert. Parce que si on revient sur les traits de personnalité la tolérance à l'ambiguïté, finalement, ça peut s'acquérir. On peut s'entraîner. Une ouverture d'esprit, ça peut s'acquérir. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment gravé de manière indélébile chez l'individu. La créativité aussi, elle implique la combinaison, le mixage et la réutilisation d'éléments déjà existants.
Donc du coup, la préparation préalable est importante. On ne devient pas créatif comme ça naturellement. Il y a besoin de collecter de l'information, de s'imprégner avant de pouvoir identifier un problème ou répondre à un problème. Et bon, la créativité fait souvent appel à l'inconscient, on y viendra. Souvent, on quitte le domaine purement du rationnel. On est dans l'imagination, on est dans les symboles, on est dans l'analogie, on est dans l'intuition. La créativité fait beaucoup appel à l'intuition. Donc, je vais vous passer ce petit extrait d'Apollo 13. Alors, le contexte, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, on a comment dire, le Soyouz qui va revenir sur Terre. Il y a un petit accident. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, ils ont à peu près une vingtaine d'heures pour ramener l'équipage. Et bon, ils sont dans des situations qui n'étaient pas prévues. Donc il y a un ensemble de problèmes à résoudre qui vont s'enchaîner. J'ai une problème qui devient préoccupant, c'est le dioxyde de carbone. Le gaz carbonique n'est plus assez filtré dans le module. On a 5 épurateurs dans le LEM, prévus pour 2 hommes pendant 1 jour et demi. Je viens de le dire. Les choses sont montées à l'indice 8 déjà. Si jamais ça dépasse 15, on a le jugement perturbé, des pertes de conscience et un début d'asphyxie du cerveau. Et les épurateurs du module de commande, ils ont des cartouches carrées et celles du LEM sont rondes. Évidemment. Ça se voit qu'on fait partie du secteur public. C'est un concours de circonstances qu'on n'aurait jamais pu envisager. Ces taux de gaz carbonique sont devenus toxiques. Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou. Rapidement. Bon, écoutez tout le monde. Ces messieurs de l'étage au-dessus nous ont posé une colle et il n'est pas question de sécher. Il faut trouver un moyen de faire entrer ça à l'intérieur d'un trou fait pour ça. En servant uniquement de ça. Faites travailler vos ménages. Étalez-moi tout ça. Et on ferait bien de mettre beaucoup de café en route. Alors, évidemment, ils se mettent à travailler. Et normalement, quelques temps après, ils trouvent une solution. Oh, ramassez-moi ça. Attention, attention. Allez, vite, faites gaffe, on sent. C'est quoi ça? C'est ce qu'ils doivent faire. C'est une boîte complètement bricolée. J'espère que vous avez un mode d'emploi précis. Oui, le voilà. Affirmatif, on dit Jack était en train de regarder. Ok, nous avons une procédure un peu... Ils veulent que tu arraches la couverture du pantalon. Avec plaisir. Hydroxyde de lithium. Deux cartouches d'hydroxyde de lithium, pardon. Un gros rouleau d'adhésif. Donc, voilà, vous avez compris la situation en fait. Donc, ils ont bossé, ils sont arrivés à une solution. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent l'impression, en tout cas dans notre vie quotidienne, et en tout cas dans les organisations, on doit faire rentrer des objets carrés dans des emplacements ronds. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Et souvent le cas, on me dit ben, comment on peut faire plus avec moins, ou avec ce que j'ai sur la table, à disposition. Alors là, on voit que ça marche. C'est-à-dire, on a une sorte d'émulation collective, les gens se mettent à travailler ensemble. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche? Déjà, ça marche parce qu'on a un groupe qui travaille ensemble. Et un groupe qui a une mission, un objectif commun, et pas n'importe quelle mission, hein, il s'agit de sauver leurs collègues. Donc c'est sûr que quand on a ce type de mission, eh ben, on n'a pas le droit de faillir. Donc on y va. On ne se pose plus de questions, on y va. Puis il y a un temps réduit. Alors bon, là-dessus, les recherches sont assez ambivalentes, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui disent ben, la contrainte de temps est comment dire, nécessaire à la créativité, d'autres qui disent ben non, il faut laisser du temps pour que la créativité puisse se déployer. En fait, ce qui les caractérise dans cette situation-là, c'est que la contrainte de temps les force à être focalisés. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça. L'ensemble de l'équipe ne font que ça.
focalisation qu'on a extrêmement de mal à mettre en place dans nos organisations, parce qu'on zappe sans arrêt d'une tâche à une autre. Il y a une certaine intelligence collective qui se met en place. Il y a aussi du bricolage. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas commencer à conceptualiser, à poser le problème. Non, on a peu de temps, on a ça à disposition, on essaye. Donc il y a de l'essai-erreur, il y a du faire, il y a du bricolage. Ils mettent les mains dans le cambouis et ils font. Ils n'ont pas le choix. Voilà des éléments qui peuvent caractériser cette situation et qui fait que ça marche. Alors, rapidement, on peut se demander, mais d'où viennent les idées? Que ce soit pour l'individu ou pour l'organisation. Quelle est l'origine des idées? Alors, il peut y avoir 6 sources d'idées. Déjà, l'analogie, c'est-à-dire en tant qu'organisation, aller emprunter à d'autres secteurs d'activité quelque chose qui marche bien. Souvent, des innovations sont simplement la transposition de quelque chose qui a marché dans un autre secteur économique, quelque chose que vous allez chercher en Inde et vous ramener en France, et qui évidemment est un peu modifié au passage, adapté aux besoins des consommateurs français, et qui fait que ça marche. Quelque chose que vous allez chercher dans un autre secteur d'activité et que vous implémentez dans votre secteur d'activité. Donc l'analogie est une source d'idées, la convergence être à l'intersection finalement de plusieurs choses. Tout à l'heure, je parlais de la tolérance en ambiguïté. En fait, souvent, la créativité émerge de l'intersection de plusieurs secteurs d'activité. On fait quelque chose de nouveau parce qu'on va piocher dans 2, 3, 4 secteurs d'activité, alors en science c'est la même chose, on va piocher dans 2, 3 disciplines différentes, et on arrive à quelque chose de radicalement nouveau. Une des aussi origines d'idées, c'est la frustration. On commence à avoir des idées parce que ça ne marche pas. Et parce qu'on perd du temps. Et que tout le monde perd du temps. La frustration est un moteur formidable de la créativité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que dans vos organisations, tout le monde soit frustré. Mais bon, voilà, n'empêche que dans les faits, la frustration est un des moteurs de la créativité. L'orthodoxie, le fait de remettre en question les croyances conventionnelles. Alors là, on est dans le recadrage, le fait de faire différemment. Mais rien que des fois, le fait de se poser la question, on a un spécialiste des routines dans cette salle, mais le fait de dire, on a toujours fait comme ça, mais en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne ferait pas différemment? Rien que le fait de se poser la question peut être une source d'idées formidable. Parce que, en fait, les routines sont importantes. Les routines nous permettent d'automatiser certaines actions. Et donc, du coup, d'une manière cognitive, c'est une économie de la cognition. Donc, les routines sont fondamentales. Mais des fois, pour avoir des idées, il faut sortir de ces routines. Les extrêmes, tirés parti d'une déviance positive. On a constaté, dans l'organisation, on est dans une grande organisation, on voit qu'il y a un service qui marche mieux que les autres. On dit, tiens, pourquoi eux, ils marchent mieux que les autres? Et on regarde pourquoi. Donc la déviance, en fait, peut être une source d'idées. Et là, on se rend compte qu'ils ont mis en place une façon de faire, une méthode particulière qui font que, finalement, c'est beaucoup plus adapté, c'est beaucoup plus efficace auprès du client, beaucoup plus efficace au niveau de la production. Et enfin, le voyage. Aller ailleurs. S'immerger dans un autre monde pour en tirer des leçons. Ça, c'est important. Si on est toujours dans le même contexte, si on ne sort pas du contexte, on se prive de pas mal d'idées. Le fait de bouger, d'aller écouter les autres, d'aller dans d'autres pays, d'aller dans d'autres contextes, c'est important. C'est tiré d'un article de Harvard Business Review. Alors, après, on peut se dire, mais quel est le processus qui fait qu'une idée émerge, qu'une idée arrive? Alors, la première personne à s'être finalement posé la question, c'est Poincaré en 1908. On voit on ne parlait pas de créativité à l'époque, mais il a fait une conférence devant la Société de psychologie de Paris, où il a expliqué comment les idées de théorème lui venaient.
en mathématiques. Donc il a raconté, ben voilà, avant d'avoir une bonne idée, ben, il y a une grosse période de préparation. Il va falloir que j'explore, je pose le problème, j'explore le problème, que j'essaye de voir qu'est-ce qui a été fait. Et puis, je disais, ben, après, je lâche prise. En fait, je fais autre chose. On appelle la période d'incubation. Il y a du lâcher prise aussi. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'élimination, quelque chose qui arrive, qui dit, ah oui, tiens, c'est ça. Voilà la solution. C'est ça qu'il faut faire. L'élimination, je pense qu'on l'a tous plus ou moins dans cette salle déjà ressenti. À un moment donné, paf, ça arrive, on dit, ah oui, c'est ça. Et puis la vérification, parce que même si on a une élimination, une idée qui arrive comme ça sur le moment, ben, c'est pas forcément une bonne idée. Il va falloir vérifier que, effectivement, ça répond bien au problème qu'on s'est posé. Alors, Poincaré, en 1908, quand il a fait sa conférence, en fait, il n'a pas mis des mots derrière ces phases-là. C'est un autre chercheur, un chercheur américain, parce qu'il publie en anglais, Poincaré, qui a repris en fait cette conférence-là et qui a spécifié ces 4 phases-là. Après, plus récemment, dans les années 80, en fait, Anna Villers, elle, s'est intéressée à la créativité dans les groupes et elle a reformulé ce processus-là en identification du problème, préparation, génération d'idées, validation, sélection. En sachant que ce processus-là n'est pas linéaire. Il peut être complètement récursif. D'ailleurs, il y a des allers-retours sans arrêt. C'est pas un processus 1, 2, 3. On peut faire de l'identification du problème et on peut d'ailleurs mettre ce processus-là complètement dans l'identification du problème. Parce que quelquefois, il faut déjà mettre en place tout un processus de créativité, ne serait-ce pour identifier le problème, pour en fait, quelque part, poser la bonne question. Quand vous avez posé la bonne question, vous avez déjà trouvé 50% de solution, voire plus. J'ai pas regardé l'heure ou Pour 7 minutes. 7 minutes. Alors, après, justement, on a été plus loin, c'est-à-dire on s'est rendu compte que la créativité, c'était un mix de l'individu, du groupe et de l'organisation. Donc là, je remonte progressivement à l'organisation. La première à avoir travaillé là-dessus, c'est Anna Villers, qui, elle, retrouve un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau individuel. Il dit, dans l'organisation, il faut qu'on ait des créatifs, il faut qu'on ait de l'expertise, il faut qu'on ait des activités qui soient fondamentalement motivantes, et il faut qu'on ait des individus qui ont des capacités créatives. Et tout ça, en fait, ça va être renforcé par ce qu'on appelle un climat créatif. Un climat créatif qui est caractérisé par un certain nombre de ressources, de pratiques managériales et de motivation organisationnelle. Alors je vais rentrer dans les détails. Quels sont les facteurs qui vont nous permettre de développer un climat créatif? Alors déjà, en fait, ce qui va nous permettre de développer un climat créatif, c'est déjà d'avoir des visions et des missions. Alors ça peut paraître effectivement basique, mais beaucoup d'organisations n'ont pas de vision claire de là où elles veulent aller. Pire, dans certaines organisations, la mission de base de l'organisation n'est même pas formulée. Si vous voulez pouvoir entraîner un certain nombre de personnes derrière vous, les rendre finalement créatifs, encore faut-il savoir où elles vont. Et puis, il y a aussi le développement de ce qu'on peut appeler une culture d'innovation. Culture d'innovation, c'est-à-dire que c'est quelque part mettre l'innovation au centre du discours et que l'innovation soit intégrée dans justement l'émission et la vision. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est la structure. On se rend compte, en fait, alors la structure, ce que j'appelle la structure, c'est la manière dont est organisée une entreprise. On se rend compte qu'il y a des structures qui sont favorables à la créativité. Déjà, le fait de mettre en réseau les personnes. La mise en réseau est favorable à la créativité. Le fait de laisser une certaine autonomie locale.
quand on est dans des structures très hiérarchiques, où on est dans du top-down, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas propice à la créativité. Des structures où on favorise ce qu'on appelle l'ambidextrie. Alors l'ambidextrie, c'est, sans trop rentrer dans les détails, c'est quand on regarde les activités d'une organisation, on peut avoir deux types d'activités, deux grands types d'activités, ce qu'on appelle des activités d'exploration, qui consistent justement à aller chercher des nouvelles idées, à reformuler des problèmes, à chercher des solutions, et puis des activités à créer de nouvelles connaissances, et des activités d'exploitation qui consistent à se baser sur les connaissances acquises pour rechercher le maximum d'efficience. Et on se rend bien compte que les deux logiques sont quelque part un peu incompatibles. Alors justement, une organisation qui va être créative, c'est une organisation qui va rassembler ces deux logiques dans le même lieu. Parce que ce qu'on a tendance à faire, ce que les grandes organisations avaient tendance à faire jusqu'à maintenant, c'est de dire, bon, on va créer une structure de R&D, on va finalement mettre tout ce qui est nouvelles idées, développement, innovation là-dedans, et puis bon, le reste de l'organisation sera dédié à l'exploitation. Puis il y aura des transferts entre les deux. Dans certains contextes, ça marche, mais en règle générale, ça ne marche pas. Et en fait, on se rend bien compte que déjà les idées, c'est pas seulement les ingénieurs de recherche qui ont des idées, c'est tout le monde qui a des idées dans l'organisation. Autant ceux qui sont en production que ceux qui sont justement en contact des clients et qui ont sans arrêt des retours clients qui, eux, aussi des idées. Et donc, il faut bien que cet ensemble de personnes travaillent et discutent. Ensuite, ce sont des ressources spécifiques. Alors déjà, c'est la variété des équipes. Vous avez certaines organisations qui ont tendance à recruter toujours au même endroit, dans les mêmes écoles. Vous savez bien que dans les mêmes écoles, il y a les mêmes profils. Donc, la variété des équipes est extrêmement importante pour la créativité. C'est un certain nombre de ressources suffisantes, et dans les ressources, je mets notamment le temps d'exploration. Si on ne laisse pas de temps d'exploration dans les entreprises, dans les équipes, que ce soit une petite ou une grande, il y aura du mal à être créatif. Et il faut aussi des leaders créatifs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des exemples, qui ont des idées, qui mettent en place ces idées et qui ont cette capacité à entraîner les autres, et de l'encouragement organisationnel. On verra d'une manière concrète comment ça peut Ensuite, on a des modes de management spécifiques. Des modes de management qui sont par exemple liés au fait de, au lieu de dire, voilà, de cadrer complètement les équipes en disant vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, avec du processuel, c'est plutôt du pilotage par objectif. C'est des modes de management qui sont liés plutôt à l'encouragement. C'est-à-dire le manager, dans ce cas-là, il fait du support à son équipe. C'est des modes de management qui développent la confiance. Et c'est des modes de management qui privilégient fondamentalement la collaboration. Alors pour certains d'entre vous, ça peut paraître évident, parce qu'en fait, en PME, si on ne fonctionne pas comme ça, souvent, c'est difficile d'y arriver. Mais dans les grandes entreprises, on voit qu'il y a des modes de management qui sont à l'extrême, qui sont complètement différents de ce que je préconise ici. Ça, c'est au niveau des facteurs qui influencent la créativité. La créativité en tant que capacité organisationnelle. Parce que l'objectif, finalement, c'est pas de dire on va faire une séance de créativité de temps en temps avec nos équipes, puis voilà, tout le monde sera créatif. Ce qui est important, c'est que la créativité, finalement, devienne une véritable capacité organisationnelle, que ça soit ancré, finalement, dans les fondements de l'organisation, et quelque part que ça devienne une routine. On ne se pose même plus la question, que ça soit quelque chose de naturel. Donc, je vais vous présenter quelques processus qui peuvent favoriser ça. Déjà, le premier processus que j'appelle un processus d'ouverture, qui consiste à ouvrir les frontières de l'organisation externe, mais aussi les frontières internes, et même les produits et services, afin de nourrir le processus de créativité. Là, l'idée, c'est de se dire, alors, vous n'êtes pas dans ce cas-là, puisque vous venez dans l'Open Lab, justement, mais
L'idée, c'est de dire, il ne faut pas que l'organisation fonctionne en vase clos. Il faut qu'elle s'ouvre sans arrêt à l'extérieur. Alors comment on fait ça? On fait ça en venant dans des séminaires comme celui-ci. On fait ça en se connectant à des communautés d'utilisateurs. Quand on a la chance d'avoir des communautés qui se créent autour de ces produits-services, ou en favorisant la création de ce type de communauté. On fait ça en laissant la possibilité, dans vos produits-services, en laissant la possibilité du détournement, de la customisation. C'est-à-dire de laisser de la marge dans votre produit pour que l'utilisateur puisse s'en emparer et finalement adapter le produit et le service à ses besoins. On fait ça en allant se connecter, comme vous le faites aujourd'hui, à des territoires créatifs, en allant se connecter à des environnements qui sont créatifs. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième, qui peut paraître évident, il faut dire, c'est un processus d'équipement. Il ne faut pas se contenter de faire du brainstorming ou quelques séances de créativité. Il va falloir équiper les membres de l'organisation et les membres externes qui sont liés à l'organisation en méthodes, outils, moyens pour réaliser des actes créatifs. Or, ça passe par quoi? Ça passe, de manière assez basique, de la formation à la créativité. Ou ça passe aussi à la formation à du management créatif. Ça passe par le développement de boîtes à outils. Un ensemble de boîtes à outils qui permettent de développer la créativité. Alors, une boîte à outils, notamment les boîtes à outils pour l'utilisateur, qui sont par exemple, cas assez connu dans le jeu vidéo, vous lancez un jeu vidéo, mais vous laissez un ensemble d'outils pour que le joueur puisse se créer des nouveaux niveaux et puisse finalement créer autour du jeu. Ce qu'on appelle une boîte à outils d'innovation pour l'utilisateur. Et ce principe-là, on peut le mettre en place pour de nombreux produits et services. C'est la mise à disposition d'outils de simulation et de prototypage rapide. J'étais hier à la Mini Maker de Grenoble, et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous rentrez dans un grand hall, où vous avez un ensemble de stands, et un ensemble de personnes qui bricolent, qui font, avec des imprimantes 3D, avec des cartes Arduino, avec des capteurs, et des fois d'ailleurs avec des bouts de verre, avec de la récupération. Et voilà, ils sont là et ils font, ils bricolent. Et ces espaces-là, si on ne les implémente pas dans l'entreprise à disposition de tous, et qu'on ne laisse pas du temps pour faire, pour, à un moment donné, les idées ont besoin d'être concrétisées par des mini-prototypes, là, ça ne fonctionne pas. Ça passe aussi par ce que j'appelle la socialisation, c'est-à-dire le fait d'aménager des espaces favorables, des discussions sur les idées et les solutions. Donc la socialisation, c'est quoi? C'est, vous avez une idée, voilà, et l'idée en tant que telle, quelle valeur elle a? Ça reste une idée. L'idée va pouvoir acquérir de la valeur qu'à partir du moment où vous allez la partager avec un collègue. Vous allez en discuter avec ce collègue-là. Vous allez lui présenter. Vous allez dire, ah oui, ton idée est intéressante, mais ah oui, et si tu rajoutais ça, paf, l'idée a évolué. Et puis ça continue. Et on voit bien que l'idée, en fait, c'est paradoxal, parce que on se dit, l'idée, on n'a des fois pas envie de la partager, parce qu'on se dit, voilà, elle va disparaître, elle va s'évaporer, on va nous la voler. Mais en même temps, si on ne la partage pas, cette idée-là, elle ne va pas s'enrichir. Donc la socialisation des idées est importante. La base de la socialisation, c'est la machine à café. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à la machine à café? On prend un café, on discute avec les collègues, on échange de l'information. Et qui n'a pas eu une idée à la machine à café en discutant avec un collègue, ou plusieurs collègues? Et d'un coup, oui, si on faisait ça, ça c'est la base, mais bien sûr, ça ne se réduit pas à ça. C'est la mise en place, par exemple, de ce qu'on appelle des réseaux sociaux d'entreprise, Facebook, par exemple, pour entreprises, dans les entreprises un peu importantes, où on va pouvoir effectivement partager, discuter, partager un certain nombre d'idées sur ces réseaux sociaux. Ça passe par des espaces qu'on va spécifiquement aménager, comme aujourd'hui, des espaces de discussion, des espaces de partage, cette fois-ci dans l'entreprise. Et ça passe par des modes de management qui vont favoriser l'interaction entre les personnes. Un autre processus qui est important, c'est le relâchement. C'est de laisser de la marge dans les ressources. Ce qu'on appelle du slack créatif, afin de permettre à la créativité de se développer. Ah oui.
Vous faites un test assez simple. Si vous devez animer un anniversaire avec des enfants assez jeunes, vous faites un petit jeu, vous leur dites, ben voilà, vous avez 10 secondes pour dessiner une horloge. Vous regardez le résultat. Et vous refaites le même test, vous avez 10 minutes pour dessiner une horloge. Vous êtes surpris de la différence. Évidemment, quand on a 10 minutes, ben, surtout les enfants, ben, ils sont extrêmement créatifs. Ils ne vont pas se contenter. Dans le premier cas, ils ont juste dessiné une petite horloge. Dans le deuxième cas, ils ont déployé leurs idées jusqu'au bout. Donc on voit bien que le slack créatif est important. Alors ça peut passer par du temps de travail à libre disposition pour ses projets personnels, des projets liés à la société, hein, mais c'est ce que Google a fait et fait encore, je crois, mais ça sera vérifié. Hein. On avait aussi cette idée-là chez 3M. En fait, on voit qu'il y a des entreprises qui laissent une partie du temps de travail à libre disposition pour développer en fait, un projet qui est propre à la personne, mais qui est évidemment en lien avec l'entreprise. C'est par exemple la connexion à des communautés internes, des communautés de pratique, des communautés de spécialistes. C'est Simon et Coindé qui ont développé ça sur Montréal, qui ont fait une étude chez Ubisoft. Ils se sont rendus compte que chez Ubisoft, il y avait des sortes de communautés transversales de modélisateurs 3D, de scénaristes qui se mettaient en place. Et en fait, ces communautés-là sont une réserve finalement de connaissances qui est mise à disposition de l'ensemble de l'organisation. C'est une alternance dans un projet. Quand vous gérez un projet, on a souvent tendance à gérer les projets parce que les temps sont très courts, on n'a pas toujours le choix, mais sous pression permanente. En fait, ce qui fait que les individus sont créatifs, c'est une alternance entre la pression et le relâchement. Il faut aménager dans les projets des temps de relâchement. Là, on revient au processus créatif, on voit bien qu'à un moment donné, il y a besoin d'un temps d'incubation. Sinon, les idées, elles ont du mal à émerger. Et tout un tas de choses comme ça. Alors, pour finir, je vais vous présenter ce qu'ils font à la BNP Cardiff, qui est en fait une des filiales assurance de la BNP. Vous allez dire, mais bon, parler de créativité, passer de la créativité à la BNP, détrompez-vous. La BNP, en fait, elle met en place spécifiquement une stratégie pour développer la créativité dans ses équipes. Alors, quand je dis ils mettent en place une stratégie, bah, ils mettent en place des moyens, puisque c'est une équipe de 3 personnes dédiée à ça, à plein temps, en permanence, hein, qui fonctionnent comme des consultants internes et qui animent entre 60 et 70 ateliers par an. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont commencé par, de manière classique, créer un prix de l'innovation avec remise de prix. Ils se sont dit, finalement, on a plein de personnes qui innovent, qui ont des idées, qui innovent dans cette société, mais on ne le sait pas. Donc on va essayer de canaliser ça. Donc tous les X, je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 6 mois, en fait, on met en place un prix d'innovation avec un processus de collecte des idées, avec une évaluation et surtout avec une cérémonie de remise de prix qui c'est pas le prix qui est important, c'est la valorisation finalement des personnes qui sont créatives dans l'organisation. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont dit finalement tout le monde ne vient pas à cette cérémonie-là, peut-être que c'est intéressant de partager l'ensemble des idées, pas seulement celles qui ont été primées, mais l'ensemble des idées qui sont intéressantes, de les partager avec l'ensemble de l'entreprise. Donc ils ont mis en place ce qu'ils appellent un Innovation Book qui diffuse largement dans l'entreprise. Ils ont continué par organiser des ateliers de créativité et de formation dédiés. Alors, quand je dis organiser des ateliers de créativité, ils ne prennent pas les personnes et ils disent on va faire un brainstorming. Ça, c'est la base. Je ne remets pas en cause le brainstorming, mais il y a une manière d'organiser le brainstorming. C'est par exemple beaucoup plus intéressant de prendre les personnes et de leur dire voilà, vous avez tel problème à résoudre, vous avez tel projet à faire. Imaginez ce qui vous êtes dans 2 ans, le projet sera terminé. Imaginez que votre projet est un échec, qu'il est entre guillemets foiré.
Et quels sont les facteurs qui l'ont amené à cet échec? Ça, c'est intéressant parce que les Français sont tout le temps en train de râler, d'avoir les choses en négatif. Enfin, ça fait partie de notre culture. Donc, du coup, les gens se défoulent. Ils disent, bah oui, ça n'a pas marché parce que tac, tac, voilà. Donc, ça se défoule. Et dans un deuxième temps, ils disent, bah, finalement, ces facteurs clés d'échec, comment on fait pour les transformer en facteurs clés de succès? Qu'est-ce qu'on va faire pour que finalement ça n'arrive pas? C'est beaucoup plus intéressant de cette manière-là, de faire du brainstorming. Ils font comme ça chez BNP Cardiff. Alors, ils font de la formation pour les managers, la formation évidemment à animer des séances de créativité avec différentes méthodes, mais surtout de la formation pour être créatif au quotidien et pour pouvoir stimuler la créativité dans les équipes. Alors ça, et en plus, bon, ils ont un outil spécial qu'on appelle l'outil Foresight, qui est une sorte de test pour essayer de caractériser en fait la zone de confort de la personne. C'est-à-dire qu'on a tous des manières de penser qui sont différentes. Je ne vais pas présenter l'outil, mais grosso modo, on a des clarificateurs, des idéateurs, des développeurs, des réalisateurs qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et là où ça ne marche pas, c'est par exemple quand on met des idéateurs tous ensemble dans la même salle. Ou qu'on met des clarificateurs tous ensemble dans la même salle. Dans une équipe, on a besoin des 4 profils et de la diversité. Donc ils mettent en place aussi ces tests-là. Et aussi, en fait, ils ont développé un ensemble de lieux dans l'entreprise. Alors là, on le voit mal sur la photo, hein, des lieux un peu à part qui ont un certain design et qui permettent, en fait, convivial, et qui permettent de développer la créativité. Et puis pour finir, ils ont mis, en fait, quand je parlais de vision, de mission tout à l'heure, il faut savoir que l'innovation, la créativité est une des 3 valeurs de l'entreprise BNP, et l'innovation est le 4e principe managérial qu'ils ont mis dans le marché. Donc voilà comment, en fait, concrètement, ce que je vous ai exposé précédemment peut se déployer dans une entreprise, dans un grand groupe comme BNP Cardiff. Ça, je vais finir par le temps. Donc, je suis parti en fait en exposant un peu ce que c'était la créativité au niveau de l'individu, mais le véritable enjeu pour nous tous en fait, c'est de développer la créativité au niveau de l'organisation et de l'inscrire en fait de manière durable comme une capacité propre à l'organisation, parce que sans idée, en fait, quelque part, on n'a pas d'idée.